Avant que l'Europe ne devienne ce qu'elle est aujourd'hui, avant les cathédrales et les universités, avant les royaumes stables et les villes prospères, il y eut un temps que l'on appelle les siècles obscurs. Non pas parce que la vie s'y était éteinte, mais parce que la mémoire elle-même semblait avoir disparu. Si cette histoire vous plaît, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à nous suggérer d'autres sujets en commentaire. Bonne écoute. Imaginez un monde où les routes cessent d'être entretenues, où les villes se vident lentement, où l'écriture devient un savoir rare, presque inutile, où le pouvoir ne s'exerce plus depuis un centre lointain, mais dans le périmètre d'un village, d'un château, d'une vallée. Ce monde a existé. Il a duré plusieurs siècles. Et c'est de lui que nous allons parler ce soir. Mais commençons par une question simple. Comment un empire qui avait dominé l'Europe, l'Afrique du Nord et le Proche-Orient pendant des siècles a-t-il pu s'effondrer au point que ses propres habitants oublient jusqu'à son nom ? Pourquoi les hommes du 7e ou du 8e siècle ne savaient-ils presque plus rien de Rome alors que leurs arrière-grands-parents y avaient vécu ? Et surtout, comment survit-on dans un monde où tout ce qui structurait la vie collective, les lois, les routes, l'administration, la monnaie, s'est évanoui ? Pour comprendre, il faut d'abord voir Rome telle qu'elle était encore au IVe siècle. Non pas la Rome triomphante d'Auguste, mais une structure lourde, épuisée, qui tenait encore debout par habitude et par la force de son administration. Les empereurs ne résidaient plus dans la ville éternelle. Ils se déplaçaient constamment, accompagnés de leurs cours et de leurs armées, cherchant à être présents là où la pression se faisait sentir. Constantinople, Milan, Trèves, Ravenne. Ces noms revenaient plus souvent que Rome dans les documents officiels. L'Empire était devenu une machine bureaucratique immense, capable de lever des impôts, de mobiliser des troupes, de maintenir des garnisons aux frontières. Mais cette capacité reposait sur un équilibre fragile. Les campagnes devaient nourrir les villes devaient fournir des hommes pour l'armée devait protéger les frontières, et les frontières devaient rester stables pour que les campagnes continuent de produire. Dès qu'un maillon cédait, tout le système vacillait. Les habitants de l'Empire, au IVe siècle, ne percevaient pas encore la fragilité de cet équilibre. Pour un paysan gaulois, un artisan d'Alexandrie ou un commerçant de Carthage, Rome était une réalité concrète. On payait des taxes, on utilisait des pièces de monnaie frappées à l'effigie de l'empereur, on voyageait sur des routes pavées, on faisait appel à des juges pour régler les litiges. Le monde avait un ordre, et cet ordre semblait éternel. Pourtant, des changements s'opéraient en silence. De plus en plus de terres passaient entre les mains de grands propriétaires, qui construisaient autour d'eux des réseaux de dépendance. Les paysans libres devenaient des colons, liés à la terre et à leur maître. Les villes perdaient de leur dynamisme économique. Les échanges commerciaux à longue distance se raréfiaient. L'argent circulait moins bien, et l'État, malgré sa lourdeur administrative, peinait à extraire des ressources d'une société qui s'appauvrissait. L'armée elle-même changeait de nature. Depuis longtemps déjà, Rome recrutait massivement parmi les peuples établis au-delà des frontières. Des Goths, des Francs, des Alamans servaient sous les aigles romaines, non par loyauté envers l'Empire, mais par intérêt, par nécessité ou par ambition. Certains de ces hommes atteignaient les plus hauts grades. Ils commandaient des légions, conseillaient les empereurs, et parfois décidaient de leur sort. Cette situation n'était pas nouvelle. Rome avait toujours intégré des étrangers. Mais au IVe siècle, l'intégration ne fonctionnait plus aussi bien. Les soldats d'origine barbare restaient souvent fidèles à leur chef plutôt qu'à l'Empire. Ils conservaient leurs coutumes, leur langue, leur identité. Et lorsque les tensions montaient, cette fidélité divisée devenait un problème.
Les frontières, justement, subissaient une pression croissante. Le long du Rhin et du Danube, des groupes entiers cherchaient à franchir les limites de l'Empire. Pas toujours pour détruire, souvent pour s'installer, pour échapper à d'autres menaces venues de l'Est, pour trouver des terres cultivables. Rome avait longtemps su gérer ces mouvements en négociant, en installant des peuples sous son contrôle, en transformant des ennemis potentiels en alliés. Mais au 5e siècle, cette capacité d'absorption atteignit ses limites. En 376, une bataille eut lieu près d'Andrinople, en Thrace. L'empereur Valens y fut tué, et son armée anéantie par des Goths révoltés. Ce désastre n'était pas le premier, ni le dernier, mais il marqua un tournant. Pour la première fois depuis longtemps, Rome avait perdu une bataille majeure face à des ennemis qu'elle considérait comme des barbares. La défaite d'Andrinople ne provoqua pas l'effondrement immédiat de l'Empire. Mais elle révéla une faiblesse que tout le monde pouvait désormais constater. Rome n'était plus invincible. Ses armées pouvaient être battues. Ses frontières pouvaient être percées. Et cette perception changea tout. Les décennies qui suivirent furent marquées par une succession de crises. Des généraux se disputaient le pouvoir, des provinces se révoltaient. Des peuples entiers franchissaient les frontières et s'installaient sur le territoire impérial, parfois avec l'accord de Rome, parfois sans. L'Empire d'Occident perdait progressivement le contrôle de ses propres terres. En 410, un événement survint qui frappa les contemporains comme un coup de tonnerre. Alaric, chef des Wisigoths, entra dans Rome et la pilla pendant 3 jours. La ville n'avait pas été prise depuis 8 siècles. Pour les habitants de l'Empire, c'était inconcevable. Rome, la ville éternelle, le cœur du monde, venait d'être violée. Saint Jérôme, vivant alors en Palestine, écrivit que le monde entier s'était effondré avec Rome. Saint Augustin, en Afrique du Nord, rédigea « La cité de Dieu » pour répondre à ceux qui accusaient le christianisme d'avoir affaibli l'Empire. Partout, on cherchait des explications. Était-ce une punition divine? Le résultat de la décadence morale? La conséquence de l'abandon des anciens dieux? Mais Rome ne mourut pas en 410. La ville fut pillée, certes, mais elle continua d'exister. Les sénateurs revinrent dans leurs palais. La vie reprit, tant bien que mal. Pourtant, quelque chose d'essentiel avait changé. L'idée même de l'invulnérabilité de Rome s'était brisée. Et avec elle, la confiance dans la permanence de l'Empire. Les années suivantes virent la situation se dégrader encore. Les Vandales traversèrent la Gaule et l'Espagne, puis passèrent en Afrique du Nord, où ils s'emparèrent de Carthage en 439. Cette perte fut un coup terrible pour Rome, car l'Afrique du Nord était le grenier de l'Empire d'Occident. Sans le blé africain, Rome ne pouvait plus nourrir sa population. En Gaule, en Espagne, en Bretagne, partout, les structures impériales s'effritaient. Les gouverneurs cessaient de recevoir des ordres de Ravenne, où résidait désormais l'empereur d'Occident. Les garnisons n'étaient plus payées. Les fonctionnaires ne savaient plus à qui obéir. Et dans ce vide, des royaumes barbares commencèrent à se former. Les Wisigoths s'installèrent en Aquitaine, puis en Espagne. Les Burgondes occupèrent la vallée du Rhône. Les Francs se répandirent dans le nord de la Gaule. Les Suèves prirent le contrôle de la Galice. Chacun de ces peuples créa sa propre sphère d'influence, souvent en collaboration avec les élites romaines locales qui préféraient s'accommoder des nouveaux maîtres plutôt que de sombrer dans le chaos. Car il est important de comprendre que l'effondrement de Rome ne fut pas une apocalypse. Il n'y eut pas de destruction totale, pas d'extermination de la population, pas de disparition soudaine de la civilisation. Ce qui disparut, c'est la structure centralisée, l'administration capable de gérer un immense territoire, la capacité de l'État à collecter des impôts, à lever des armées, à faire appliquer des lois uniformes.
En 476, un général d'origine barbare nommé Odoacre déposa le dernier empereur d'Occident, un adolescent du nom de Romulus Augustule. Odoacre ne se proclama pas empereur. Il renvoya les insignes impériaux à Constantinople et se contenta du titre de patrice. Pour lui, l'Empire d'Occident n'avait plus de raison d'être. Le pouvoir réel était ailleurs, dans les mains de ceux qui contrôlaient les armées et les terres. Cette date, 476, est souvent retenue par les historiens comme marquant la fin de l'Empire romain d'Occident. Mais pour les contemporains, elle n'eut pas cette portée symbolique. Beaucoup ne remarquèrent même pas le changement. Les structures locales continuaient de fonctionner. Les évêques maintenaient un semblant d'ordre. Les grands propriétaires terriens géraient leurs domaines. La vie continuait, simplement, sans le cadre impérial. Pourtant, au cours des décennies suivantes, les conséquences de cet effondrement devinrent de plus en plus visibles. Les routes n'étaient plus entretenues. Les aqueducs tombaient en ruine. Les ponts s'effondraient. Les villes se vidaient. Le commerce à longue distance s'amenuisait. La monnaie devenait rare. L'écriture reculait. Le savoir se fragmentait. Dans ce monde en décomposition, les hommes durent réapprendre à vivre autrement. Sans État pour garantir la sécurité, ils cherchèrent protection auprès de ceux qui détenaient la force. Sans administration pour régler les conflits, ils s'en remirent aux coutumes locales et aux arbitrages privés. Sans commerce pour apporter des biens lointains, ils se replièrent sur l'autosuffisance. Le monde se contracta. Et c'est ainsi que l'Europe entra dans ce que l'on appellera plus tard les siècles obscurs. Non pas parce que la lumière s'était éteinte, mais parce que les repères avaient disparu. Les hommes vivaient toujours, travaillaient, aimaient, mouraient. Mais ils le faisaient dans un monde devenu illisible, où le passé ne servait plus de guide et où l'avenir semblait indéchiffrable. Les peuples qui s'installèrent sur les ruines de l'Empire ne venaient pas du néant. Ils avaient leurs propres histoires, leurs propres traditions, leur propre structure sociale. Mais en s'établissant sur les terres de Rome, ils durent s'adapter à un monde qu'ils ne comprenaient pas toujours, et que les populations locales acceptaient avec résignation ou opportunisme. Prenons l'exemple des Wisigoths. Après avoir erré pendant des décennies à travers les Balkans, l'Italie et la Gaule, ils finirent par s'établir en Aquitaine au début du Ve siècle, avant de se déplacer vers l'Espagne. Leur roi, Théodoric, puis ses successeurs, tentèrent de construire un royaume stable. Ils adoptèrent le latin comme langue administrative. Ils s'appuyèrent sur les élites locales pour gouverner. Ils conservèrent le système fiscal romain, dans la mesure du possible. Mais ils restèrent une minorité guerrière dominant une majorité de Romains. Les lois étaient distinctes. Les Wisigoths vivaient selon leur propre code, tandis que les Romains conservaient le leur. Les mariages entre les deux communautés étaient interdits pendant longtemps. Cette coexistence n'était ni harmonieuse, ni totalement conflictuelle. Elle était pragmatique. En Italie, après la déposition de Romulus Augustule, le pouvoir passa entre les mains d'Odoacre, puis de Théodoric le Grand, roi des Ostrogoths. Théodoric régna depuis Ravenne et s'efforça de se présenter comme l'héritier légitime de Rome. Il conserva le Sénat, maintint l'administration civile, restaura des monuments, soutint les lettres et les arts. Sous son règne, l'Italie connut une période de relative stabilité. Mais à sa mort, en 526, le royaume ostrogoth s'effondra rapidement. L'empereur de Constantinople, Justinien, lança une campagne pour reconquérir l'Occident. La guerre qui en résulta dura près de 20 ans et dévasta l'Italie. Les villes furent assiégées, les campagnes ravagées, la population décimée. Lorsque les Byzantins l'emportèrent enfin, ils ne trouvèrent qu'un pays en ruine.
Et alors que l'Italie s'épuisait dans cette guerre, un nouveau peuple fit son apparition. Les Lombards, venus du nord, franchirent les Alpes en 568 et s'installèrent dans la plaine du Pô. Leur arrivée marqua le début d'une nouvelle phase de fragmentation. L'Italie se divisa en plusieurs entités. Les Lombards au nord et au centre, les Byzantins dans quelques enclaves côtières, et entre les deux, une mosaïque de pouvoirs locaux. En Gaule, les Francs jouèrent un rôle déterminant. Contrairement aux Visigoths ou aux Ostrogoths, qui étaient ariens, c'est-à-dire chrétiens mais d'une confession différente de celle des Romains, les Francs adoptèrent le christianisme catholique. Leur roi, Clovis, se fit baptiser vers l'an 500, gagnant ainsi le soutien des évêques et de l'aristocratie gallo-romaine. Ce choix religieux eut des conséquences considérables. Clovis et ses successeurs purent s'appuyer sur l'Église pour légitimer leur pouvoir et structurer leur royaume. Les évêques devinrent des intermédiaires essentiels entre les populations locales et les nouveaux maîtres. Ils assuraient la continuité administrative, géraient les affaires civiles et maintenaient un semblant de culture écrite. Le royaume franc s'étendit progressivement, englobant la majeure partie de la Gaule. Mais à la mort de Clovis, il fut divisé entre ses fils selon la coutume franque. Cette division créa une instabilité permanente, car les différentes branches de la famille royale se disputaient sans cesse le pouvoir. Les guerres civiles devinrent fréquentes, affaiblissant le royaume. Les Burgondes, installés dans la vallée du Rhône et en Savoie, formèrent également un royaume, mais il fut absorbé par les Francs au milieu du VIe siècle. Les Vandales, après avoir traversé toute l'Europe occidentale, s'établirent en Afrique du Nord et fondèrent un royaume maritime puissant. Ils contrôlèrent la Méditerranée occidentale pendant près d'un siècle, avant d'être détruits par les Byzantins en 534. En Bretagne, la situation fut différente. Après le départ des légions romaines au début du Ve siècle, l'île sombra dans une période de chaos. Des royaumes bretons tentèrent de résister aux envahisseurs angles, saxons et jutes venus de Germanie. Ces derniers s'installèrent progressivement, repoussant les Bretons vers l'ouest et le nord. La culture romaine disparut presque complètement de l'île, remplacée par des traditions germaniques. Ce qui frappe dans cette période, c'est la diversité des trajectoires. Chaque région connut un destin différent. Certaines, comme l'Afrique du Nord ou l'Espagne visigothique, conservèrent longtemps des structures relativement stables. D'autres, comme la Bretagne ou certaines parties de la Gaule, plongèrent dans un morcellement extrême. Partout, cependant, le pouvoir se localisa. Il n'y avait plus de centre capable d'imposer sa volonté à l'ensemble. Les nouveaux royaumes barbares n'étaient pas des États au sens moderne. Ils reposaient sur la personne du roi et sur les liens de fidélité personnelle qui l'unissaient à ses guerriers. Le roi distribuait des terres, des trésors, des faveurs, en échange de la loyauté et du service militaire. C'était un système fragile, car tout dépendait de la capacité du roi à satisfaire ses hommes et à maintenir leur soutien. Les lois elles-mêmes reflétaient cette dualité. Dans la plupart des royaumes, il existait deux systèmes juridiques. Un pour les nouveaux venus, souvent basé sur des coutumes orales, et un pour les anciens habitants, hérités du droit romain. On parlait de personnalité des lois. Chaque individu était jugé selon la loi de son peuple, et non selon celle du territoire où il vivait. Cette situation rendait la justice complexe. Un conflit entre un franc et un gallo-romain nécessitait des règles spéciales. Les compensations financières pour un meurtre variaient selon l'origine de la victime. Les mariages entre communautés posaient des problèmes juridiques. Pourtant, avec le temps, ces distinctions s'estompèrent. Les populations se mélangèrent, les langues se fondirent, et les identités évoluèrent. Les villes, autrefois centres de la vie romaine,
déclinèrent presque partout. Leur population diminua drastiquement. Les forums se vidèrent, les thermes fermèrent, les théâtres tombèrent en ruine. Les aqueducs cessèrent de fonctionner, obligeant les habitants à puiser l'eau directement dans les rivières ou les puits. Les remparts, en revanche, furent souvent maintenus ou renforcés, car ils offraient une protection essentielle dans un monde devenu dangereux. Ce déclin urbain ne fut pas uniforme. Certaines villes disparurent presque complètement. D'autres se rétractèrent à l'intérieur de leur enceinte fortifiée, ne conservant qu'un noyau de population regroupé autour de la cathédrale et du palais épiscopal. Dans ces cas, l'évêque devint le véritable maître de la cité, assurant à la fois les fonctions spirituelles et temporelles. Le commerce à longue distance ne cessa pas totalement, mais il se réduisit considérablement. Les routes, faute d'entretien, devinrent impraticables. Les ponts s'effondrèrent. Les auberges et les relais de poste disparurent. Voyager devint une entreprise risquée, réservée aux marchands les plus audacieux, aux pèlerins, aux messagers royaux et aux clercs en mission. Les marchands qui continuaient à opérer se concentraient sur les produits de luxe. Les épices, les soieries, les objets précieux venus d'Orient trouvaient encore preneur auprès des élites. Mais les échanges de produits courants, qui avaient nourri l'économie romaine, s'effondrèrent. Chaque région dut produire localement ce dont elle avait besoin. L'autarcie devint la norme. La monnaie, instrument essentiel de l'économie romaine, circula de moins en moins. Les pièces d'or et d'argent devinrent rares. Les transactions se firent de plus en plus en nature. On payait en blé, en vin, en bétail. Les taxes elles-mêmes furent souvent perçues sous forme de produits agricoles plutôt qu'en espèces. Cette démonétisation de l'économie renforça le repli sur soi des communautés locales. Dans ce contexte, la terre devint la source principale de richesse et de pouvoir. Celui qui possédait la terre contrôlait les hommes qui la cultivaient. Les grands domaines, les villae de l'époque romaine, se transformèrent en centres autonomes, capables de subvenir à leurs propres besoins. Le propriétaire y exerçait une autorité quasi absolue. Il rendait la justice, levait des milices, collectait des redevances. Il était en somme un petit souverain sur ses terres. Les paysans, quant à eux, perdirent progressivement leur liberté. Face à l'insécurité, face aux exigences fiscales des nouveaux maîtres, face à l'absence de protection étatique, beaucoup se placèrent sous la dépendance d'un seigneur. Ils lui livraient une part de leur récolte en échange de sa protection. Ce processus, qui s'étendit sur plusieurs siècles, jeta les bases de ce que l'on appellera plus tard la féodalité. Mais au VIe et au VIIe siècle, ce système n'était pas encore pleinement formé. Il s'agissait plutôt d'une multitude d'arrangements locaux, variables d'une région à l'autre, souvent informels, rarement codifiés. Les rapports de force changeaient constamment. Un seigneur pouvait être puissant un jour et renversé le lendemain. Rien n'était stable. L'écriture, elle aussi, recula. Dans le monde romain, savoir lire et écrire était courant parmi les classes aisées et même parmi une partie de la population urbaine. Mais avec la disparition des écoles municipales, avec l'effondrement de l'administration, avec la raréfaction des échanges commerciaux, l'écrit perdit une grande partie de son utilité pratique. Seuls les clercs continuaient à écrire et à lire. Les monastères et les évêchés devinrent les derniers refuges du savoir. Mais même là, le niveau baissa. Les bibliothèques se vidèrent. Les manuscrits cessèrent d'être copiés. Les textes anciens furent souvent effacés pour réutiliser le parchemin, matériau coûteux et rare. On appelle ces manuscrits des palimpsestes. Sous un texte médiéval, on peut parfois deviner les traces d'un texte antique, sacrifié par nécessité. Le latin lui-même évolua. La langue savante, celle de Cicéron et de Virgile, devint incompréhensible pour la plupart des gens. Les clercs continuaient à l'utiliser pour la liturgie et les actes officiels,
mais la population parlait des langues vernaculaires, issues du latin vulgaire et mêlées d'influences germaniques. C'est de cette évolution que naîtront bien plus tard le français, l'espagnol, l'italien, le portugais. La culture classique ne disparut pas totalement, mais elle se raréfia. Quelques érudits, comme Cassiodore en Italie ou Isidore de Séville en Espagne, s'efforcèrent de sauver ce qui pouvait l'être. Ils compilèrent des encyclopédies, résumèrent des auteurs anciens, tentèrent de transmettre un minimum de connaissances aux générations futures. Leur travail fut précieux, mais il ne put empêcher l'appauvrissement général du savoir. Les sciences, les techniques, la médecine, tout recula. Les connaissances médicales de l'Antiquité, pourtant modestes, se perdirent en grande partie. Les médecins devinrent rares, et les soins se résumèrent souvent à des remèdes de bonne femme, à des prières, à des pèlerinages. Les maladies, la faim, les épidémies frappaient durement une population affaiblie et mal nourrie. La mortalité infantile atteignait des niveaux effroyables. On estime qu'un enfant sur 2 mourait avant l'âge de 10 ans. Les femmes mouraient fréquemment en couches. L'espérance de vie était très basse, probablement autour de 30 à 40 ans en moyenne. La mort était omniprésente, familière, presque banale. Dans ce contexte, la religion prit une importance accrue. Face à un monde incompréhensible et menaçant, les hommes se tournèrent vers le divin. Le christianisme, qui s'était imposé comme religion officielle de l'Empire romain au IVe siècle, devint le ciment de la société post-romaine. Il offrait un cadre moral, une explication du malheur, une promesse de salut après la mort. L'Église, institution organisée et hiérarchisée, fut la seule structure à traverser l'effondrement sans disparaître. Alors que les États s'écroulaient, que les villes se vidaient, que l'économie s'effondrait, l'Église restait debout. Les évêques, souvent issus de l'aristocratie romaine, assurèrent la continuité. Ils devinrent les véritables autorités locales, gérant les affaires civiles autant que religieuses. Les évêques distribuaient la nourriture en temps de famine. Ils négociaient avec les rois barbares pour protéger leur cité. Ils rendaient la justice. Ils entretenaient les bâtiments publics. Ils organisaient les fêtes religieuses qui rythmaient la vie de la communauté. En somme, ils remplaçaient l'État défaillant. Un exemple frappant est celui de Grégoire de Tours, évêque au VIe siècle et auteur d'une histoire des Francs. Dans son récit, on voit clairement comment l'évêque était au centre de la vie locale. Il racontait des miracles, certes, mais aussi des événements politiques, des conflits, des épidémies. Son témoignage est l'un des rares à nous permettre de comprendre cette époque. Les monastères jouèrent également un rôle essentiel. Le monachisme, apparu en Orient au IVe siècle, se diffusa rapidement en Occident. Des hommes et des femmes, cherchant à fuir le monde et à se consacrer à Dieu, se retirèrent dans des lieux isolés. Ils formèrent des communautés régies par des règles strictes. La règle de Saint Benoît, rédigée au VIe siècle en Italie, devint la référence pour l'Occident. Elle organisait la vie monastique autour de 3 piliers: la prière, le travail et l'étude. Les moines se levaient plusieurs fois par nuit pour prier. Ils cultivaient la terre, élevaient du bétail, construisaient des bâtiments. Et ils lisaient, copiaient des manuscrits, enseignaient. Les monastères devinrent des îlots de stabilité dans un océan de chaos. Ils accumulèrent des terres grâce à des donations. Ils développèrent des techniques agricoles. Ils drainèrent des marais, défrichèrent des forêts, créèrent des fermes modèles. Ils produisaient du vin, de la bière, du fromage. Ils accueillaient les voyageurs, soignaient les malades, assistaient les pauvres. Mais surtout, les monastères préservèrent le savoir. Dans leur scriptorium, les moines copiaient patiemment les textes.
Sans eux, une grande partie de la littérature antique aurait disparu. Virgile, Ovide, Sénèque, Cicéron, mais aussi les pères de l'Église, les textes bibliques, les chroniques historiques, tout cela survécut grâce au travail silencieux des copistes. Ce travail était long et difficile. Un manuscrit pouvait prendre des mois, voire des années à copier. Le parchemin coûtait cher. L'encre devait être fabriquée. L'écriture était fatigante et les conditions de travail souvent pénibles. Pourtant, les moines persévéraient, conscients de l'importance de leur mission. Le monachisme irlandais mérite une mention particulière. L'Irlande, qui n'avait jamais fait partie de l'Empire romain, se christianisa au Ve siècle. Les moines irlandais développèrent une culture chrétienne originale, mêlant traditions celtiques et enseignements bibliques. Ils devinrent de grands érudits et de zélés missionnaires. Au VIe et au VIIe siècle, des moines irlandais partirent évangéliser le continent. Saint Colomban fonda des monastères en Gaule et en Italie. D'autres se rendirent en Germanie, en Suisse, même en Islande. Ils apportaient avec eux des livres, des connaissances, un modèle d'organisation. Leur influence fut considérable. La christianisation des peuples barbares fut un processus long et complexe. Les Francs, comme on l'a vu, adoptèrent le catholicisme dès le règne de Clovis. Les Visigoths, longtemps ariens, se convertirent au catholicisme à la fin du VIe siècle. Les anglo-saxons furent évangélisés par des missionnaires envoyés par Rome au début du VIIe siècle. Cette conversion ne fut pas qu'une question de foi. Elle avait des implications politiques et culturelles majeures. En se faisant baptiser, un roi barbare s'intégrait dans le monde chrétien. Il gagnait la reconnaissance de l'Église et des autres souverains chrétiens. Il pouvait s'appuyer sur les évêques pour administrer son royaume. Et il adoptait une partie de la culture romaine transmise par l'Église. Mais la conversion des masses populaires fut plus lente. Dans les campagnes, les anciennes croyances païennes persistèrent longtemps. Les gens continuaient à vénérer les sources sacrées, les arbres, les pierres. Ils célébraient des fêtes liées aux cycles agraires, au solstice, à la fertilité. L'Église dut souvent composer en christianisant ces pratiques plutôt qu'en les interdisant brutalement. Ainsi, de nombreuses fêtes chrétiennes furent fixées à des dates correspondant à d'anciennes célébrations païennes. Noël remplaça la fête du solstice d'hiver. Pâques s'ancra dans les rites printaniers. Les saints prirent la place des anciennes divinités locales. C'était une stratégie d'évangélisation prudente et efficace. La vie quotidienne, au VIe et au VIIe siècle, était rude. La grande majorité de la population vivait de l'agriculture. Les techniques étaient primitives. On labourait avec des arères en bois tirés par des bœufs. On semait à la volée. On récoltait à la faucille. Les rendements étaient faibles. Une mauvaise année pouvait signifier la famine. Les paysans vivaient dans des maisons rudimentaires, souvent construites en bois et torchis, avec un toit de chaume. Le mobilier se limitait à quelques coffres, des bancs, une table. On dormait sur des paillasses. Le feu, au centre de la pièce ou dans un foyer rudimentaire, servait à chauffer et à cuisiner. La fumée s'échappait par un trou dans le toit. La nourriture était monotone. Du pain, des bouillies de céréales, des légumes, rarement de la viande. On buvait de la bière ou du vin selon les régions, car l'eau était souvent impropre à la consommation. Les épices et les produits exotiques étaient réservés aux riches. Le sel, indispensable pour conserver la viande et le poisson, était une denrée précieuse. Les vêtements étaient simples. Les paysans portaient des tuniques de laine grossière, des braies, des chausses. Les femmes filaient et tissaient pour habiller la famille. Les chaussures étaient un luxe. Beaucoup marchaient pieds nus ou chaussés de sandales rudimentaires. La violence était omniprésente.
Les guerres entre royaumes, les raids, les vendettas familiales étaient fréquents. La justice était souvent expéditive et brutale. Les châtiments corporels, les mutilations, les exécutions publiques étaient courants. La vie humaine avait peu de valeur. Les femmes avaient un statut inférieur. Elles étaient sous l'autorité de leur père, puis de leur mari. Leur rôle se limitait aux tâches domestiques et à la reproduction. Pourtant, certaines femmes de l'aristocratie parvinrent à exercer une influence réelle, notamment en tant que régentes pour leurs fils mineurs ou en tant qu'abbesses de monastères. Les enfants étaient considérés comme des adultes en miniature. Ils travaillaient dès qu'ils en étaient capables. L'enfance, au sens moderne, n'existait pas. L'éducation était rare et réservée aux fils de nobles ou aux futurs clercs. La majorité de la population restait illettrée toute sa vie. Dans ce monde rude et incertain, les hommes développèrent des stratégies de survie. La solidarité familiale et communautaire était essentielle. On s'entraidait pour les travaux des champs, pour construire une maison, pour affronter les difficultés. Les liens de parenté étaient sacrés. Trahir sa famille était le pire des crimes. Les fêtes et les célébrations offraient des moments de répit. Les mariages, les baptêmes, les fêtes religieuses étaient l'occasion de se réunir, de manger, de boire, de chanter, de danser. Ces moments de joie collective étaient rares et d'autant plus précieux. Le 7e et le 8e siècle virent la situation européenne se stabiliser quelque peu. Les royaumes barbares se consolidèrent, les frontières se précisèrent, les institutions se renforcèrent. Mais le monde restait fragmenté, localisé, dangereux. En Gaule, le royaume franc connut des difficultés. Les rois mérovingiens, descendants de Clovis, s'affaiblirent. Le pouvoir réel passa aux mains des maires du palais, de hauts fonctionnaires qui gouvernaient au nom des rois. L'un d'eux, Charles Martel, acquit une grande renommée en repoussant une incursion arabe à Poitiers en 732. Cette bataille, souvent présentée comme un tournant décisif dans l'histoire de l'Europe, fut en réalité un événement parmi d'autres. Les Arabes, qui avaient conquis l'Espagne visigothique au début du 8e siècle, lançaient des raids au-delà des Pyrénées. Charles Martel les repoussa, mais cela n'empêcha pas d'autres incursions par la suite. Le fils de Charles Martel, Pépin le Bref, franchit un pas supplémentaire. En 751, il déposa le dernier roi mérovingien et se fit couronner roi des Francs, avec la bénédiction du pape. C'était la naissance de la dynastie carolingienne, qui allait marquer profondément l'histoire de l'Europe. Le fils de Pépin, Charles, connu sous le nom de Charlemagne, porta le royaume franc à son apogée. Son règne, de 768 à 814, fut marqué par une expansion territoriale considérable et par une tentative de restauration de l'ordre et de la culture. Charlemagne mena des campagnes militaires incessantes. Il soumit les Saxons après une guerre longue et brutale. Il conquit la Lombardie en Italie. Il repoussa les Avares en Europe centrale. Il créa une marche en Espagne pour contenir les Arabes. À la fin de son règne, l'empire franc s'étendait de l'Atlantique à l'Elbe, des Pyrénées à la mer du Nord. Mais Charlemagne ne fut pas qu'un conquérant. Il s'efforça de réorganiser l'administration de son vaste empire. Il divisa le territoire en comtés, administrés par des comtes qui devaient rendre des comptes. Il envoya des missi dominici, des envoyés impériaux, pour inspecter les provinces et veiller à l'application de ses ordres. Il promulgua des capitulaires, des textes législatifs qui réglementaient tous les aspects de la vie. Justice, fiscalité, organisation de l'Église, obligations militaires, tout était codifié. Charlemagne voulait un empire ordonné, où la loi s'appliquait uniformément. Il encouragea également la renaissance culturelle. Conscient de l'ignorance du clergé et des élites, il fit venir des savants de toute l'Europe. Alcuin, un érudit anglo-saxon, devint son principal conseiller culturel.
On créa des écoles dans les monastères et les cathédrales. On copia des manuscrits. On standardisa l'écriture, donnant naissance à la minuscule caroline, une écriture claire et lisible. Cette renaissance carolingienne, comme on l'appelle, ne toucha qu'une petite élite. Mais elle eut des effets durables. Elle sauva de l'oubli de nombreux textes antiques. Elle forma une génération de clercs lettrés. Elle créa une culture commune à l'échelle de l'Empire. Le couronnement de Charlemagne comme empereur, le jour de Noël de l'an 800, à Rome, par le pape Léon, fut un événement symbolique majeur. Pour la première fois depuis 476, il y avait un empereur en Occident. Cet acte proclamait la renaissance de l'Empire romain, sous une forme nouvelle, chrétienne et franque. Mais cette renaissance fut éphémère. Charlemagne était un homme exceptionnel, capable de tenir ensemble par la force de sa personnalité un ensemble disparate de peuples et de territoires. À sa mort, en 814, l'Empire commença à se fissurer. Son fils, Louis le Pieux, hérita d'un empire intact, mais il ne sut pas le maintenir uni. Les querelles entre ses fils dégénérèrent en guerre civile. En 843, le traité de Verdun divisa l'Empire en 3 royaumes. La Francie occidentale, qui deviendra la France, la Francie orientale, qui deviendra l'Allemagne, et un royaume intermédiaire, la Lotharingie, qui disparaîtra progressivement, morcelé entre ses voisins. Cette division marqua la fin de l'unité carolingienne. L'Europe retomba dans la fragmentation. Mais cette fois, la situation fut aggravée par de nouvelles menaces extérieures. À partir de la fin du 8e siècle, les Vikings, venus de Scandinavie, lancèrent des raids sur les côtes et les fleuves d'Europe. Ces guerriers redoutables naviguaient sur des dracars, des navires rapides et maniables, capables de remonter les rivières. Ils frappaient par surprise, pillaient, tuaient, puis repartaient avant qu'on puisse les arrêter. Les monastères, riches et mal défendus, furent leur cible favorite. Lindisfarne, en Angleterre, fut pillée en 793. Ce raid marqua le début d'une longue série. Les Vikings remontèrent la Seine jusqu'à Paris, qu'ils assiégèrent à plusieurs reprises. Ils pillèrent des villes, des villages, des églises. Ils semaient la terreur. Face à cette menace, les royaumes francs se révélèrent impuissants. Les armées, lourdes et lentes, ne pouvaient rattraper les Vikings. Les fortifications, souvent en mauvais état, ne résistaient pas. Certains souverains tentèrent d'acheter la paix en payant des tributs, les Danegeld. Mais cela ne faisait qu'encourager de nouvelles attaques. Progressivement, certains Vikings cessèrent de se contenter de raids et s'installèrent. En Angleterre, ils créèrent le Danelaw, un territoire sous contrôle scandinave. En Normandie, en 911, le chef viking Rollon reçut du roi franc un territoire en échange de sa conversion au christianisme et de sa promesse de défendre le royaume contre d'autres vikings. Ce fut la naissance du duché de Normandie. En Europe orientale, une autre menace apparut. Les Hongrois, un peuple de cavaliers nomades venus des steppes, lancèrent des raids dévastateurs à partir de la fin du IXe siècle. Ils pénétraient profondément en Germanie, en Italie, en Bourgogne. Leurs attaques étaient rapides et brutales. Ils emmenaient des captifs, qu'ils vendaient comme esclaves. Les Hongrois ne furent arrêtés qu'en 955, lorsque Othon, roi de Germanie, les écrasa à la bataille du Lechfeld. Après cette défaite, les Hongrois cessèrent leurs raids et se sédentarisèrent. Leur roi, Étienne, se convertit au christianisme et fonda le royaume de Hongrie, qui fut intégré dans le monde chrétien. Au sud, les Sarrasins, c'est-à-dire les musulmans, contrôlaient l'Espagne et une partie de la Méditerranée. Ils établirent des bases en Sicile, en Sardaigne, en Corse et menèrent des raids sur les côtes italiennes et françaises. Ils remontèrent même le Rhône et pillèrent des monastères alpins. Ces 3 menaces, Vikings au nord, Hongrois à l'est, Sarrasins au sud,
créèrent un climat d'insécurité permanente. Les populations vivaient dans la peur. Les chroniques de l'époque sont remplies de prières pour être délivrées des Normands, des Hongrois et des Sarrasins. Face à cette insécurité, les structures étatiques s'effondrèrent. Les rois n'assuraient plus la protection. Les comtes, les ducs, les marquis, les évêques, tous ceux qui détenaient un pouvoir local, durent se débrouiller seuls. Ils construisirent des châteaux, des forteresses en bois ou en pierre, où la population pouvait se réfugier en cas d'attaque. Le château devint le symbole du pouvoir au Xe siècle. Au début, c'était une simple motte, un monticule de terre surmonté d'une palissade en bois. Puis on construisit des donjons en pierre, des enceintes, des fossés. Le seigneur qui possédait un château contrôlait le territoire environnant. Il offrait sa protection aux paysans en échange de leur travail et de leurs redevances. C'est ainsi que se mit en place la féodalité, un système de relations personnelles basé sur la fidélité et le service. Le vassal prêtait serment à son seigneur et recevait en échange un fief, généralement une terre. Il devait le service militaire, le conseil, l'aide financière. En retour, le seigneur lui assurait protection et justice. Ce système n'était pas rigide, il variait d'une région à l'autre. Il évoluait constamment. Mais il répondait à un besoin fondamental, celui de la sécurité. Dans un monde où l'État ne pouvait plus protéger, les hommes se regroupaient autour de ceux qui en avaient la force. La féodalité créa une société hiérarchisée, pyramidale. Au sommet, le roi, souvent faible. En dessous, les grands seigneurs, ducs, comtes, qui possédaient de vastes territoires et disposaient de leur propre armée. Plus bas, les seigneurs locaux, qui contrôlaient quelques villages. Et à la base, les paysans qui travaillaient la terre. Cette société était également une société de guerriers. La noblesse se définissait par le métier des armes. Un noble était un homme qui combattait à cheval, équipé d'une épée, d'une lance, d'un bouclier, d'une cotte de mailles. L'entraînement militaire commençait dès l'enfance. Un jeune noble apprenait à monter, à manier les armes, à chasser. La guerre était fréquente, presque permanente. Les seigneurs se battaient pour des terres, pour de l'honneur, pour venger une offense. Les conflits étaient locaux, limités, mais destructeurs pour les populations civiles. Les paysans voyaient leurs champs ravagés, leurs maisons brûlées, leur bétail volé. L'Église tenta de limiter cette violence endémique. À la fin du Xe siècle, elle promulgua la paix de Dieu, qui interdisait de s'attaquer aux clercs, aux paysans, aux marchands. Puis la trêve de Dieu, qui interdisait de se battre certains jours de la semaine et pendant certaines périodes de l'année. Ces mesures eurent un effet limité, mais elles témoignaient d'une volonté de moraliser la violence. Le Xe siècle fut, à bien des égards, le point le plus bas de l'histoire européenne médiévale. Les structures politiques étaient éclatées. L'économie était au plus bas. La culture était en régression. La violence était partout. Les contemporains eux-mêmes percevaient leur époque comme sombre et désespérée. Pourtant, c'est précisément dans cette obscurité que les germes d'un renouveau commencèrent à apparaître. Les invasions cessèrent progressivement. Les Vikings se sédentarisèrent. Les Hongrois furent vaincus. Les Sarrasins furent repoussés. L'Europe put enfin respirer. Avec la fin des invasions, la vie reprit. Les champs furent de nouveau cultivés. Les routes redevinrent praticables. Le commerce se ranima. Les villes, qui avaient végété pendant des siècles, recommencèrent à croître. De nouveaux quartiers apparurent, hors des vieilles enceintes romaines. Des marchés s'installèrent, des artisans s'établirent. L'agriculture connut des progrès techniques.
La charrue lourde, équipée d'un soc de fer et d'un versoir, permit de mieux labourer les terres argileuses du nord de l'Europe. Le collier d'épaule remplaça le collier de gorge, permettant aux chevaux de tirer des charges plus lourdes. L'assolement triennal, qui consistait à diviser les terres en 3 sols et à les faire tourner, augmenta les rendements. Ces progrès agricoles permirent de nourrir une population croissante. La démographie, qui avait stagné ou décliné pendant des siècles, repartit à la hausse. Plus de bouches à nourrir signifiait plus de bras pour travailler, plus de terres défrichées, plus de production. Un cercle vertueux se mit en place. Les monastères jouèrent un rôle moteur dans ce renouveau. Ils étaient à la pointe de l'innovation agricole. Ils possédaient de vastes domaines qu'ils géraient avec efficacité. Ils drainaient des marais, défrichaient des forêts, construisaient des moulins. Les moulins, en particulier, furent une innovation majeure. Ils utilisaient la force de l'eau ou du vent pour moudre le grain, scier le bois, fouler le drap. Ils libérèrent une main-d'œuvre considérable. Le mouvement monastique connut lui-même un renouveau. Au début du Xe siècle, l'abbaye de Cluny fut fondée en Bourgogne. Elle adopta une réforme visant à restaurer la rigueur de la règle de Saint-Benoît et à libérer les monastères de l'emprise des seigneurs laïcs. Cluny devint le centre d'un vaste réseau de monastères réformés, répandant son influence dans toute l'Europe. La réforme clunisienne ne se limita pas au domaine spirituel. Elle eut des conséquences culturelles et économiques. Les monastères clunisiens furent des foyers d'art et de savoir. Ils construisirent de magnifiques églises, décorées de sculptures et de fresques. Ils développèrent la musique liturgique avec le chant grégorien. Ils enrichirent leur bibliothèque. L'Église, de manière générale, se renforça. Les évêques affirmèrent leur autorité. Le pape, à Rome, chercha à imposer sa primauté sur toute la chrétienté. Des conflits surgirent entre le pape et les empereurs ou les rois, notamment sur la question de l'investiture des évêques. Qui devait nommer les évêques ? Le souverain laïque ou le pape ? Ce conflit, connu sous le nom de querelle des investitures, occupa l'Europe pendant des décennies. Sur le plan politique, de nouvelles structures émergèrent. En Germanie, Othon Ier se fit couronner empereur en 962, renouant avec la tradition carolingienne. Le Saint-Empire romain germanique était né. Il prétendait incarner la continuité de l'Empire romain et de l'Empire de Charlemagne. Mais sa réalité était bien différente. C'était une mosaïque de duchés, de comtés, d'évêchés, souvent en conflit les uns avec les autres. En France, les Capétiens succédèrent aux Carolingiens en 987. Hugues Capet, élu roi, fonda une dynastie qui allait régner pendant des siècles. Mais son pouvoir réel était limité. Les grands féodaux, ducs de Normandie, de Bourgogne, d'Aquitaine, comtes de Flandre, de Toulouse, étaient aussi puissants, sinon plus, que le roi. La royauté capétienne mit des siècles à s'affirmer. En Angleterre, l'histoire prit un tour particulier. Les royaumes anglo-saxons, longtemps divisés, furent unifiés au Xe siècle. Mais en 1066, Guillaume, duc de Normandie, conquit l'Angleterre et devint roi. Cette conquête normande eut des conséquences profondes. Elle introduisit en Angleterre la féodalité telle qu'elle existait sur le continent. Elle créa des liens étroits entre l'Angleterre et la France, liens qui seraient source de conflits pendant des siècles. En Espagne, la situation était complexe. Le nord chrétien, organisé en plusieurs royaumes, Léon, Castille, Navarre, Aragon, luttait contre les musulmans du sud, Al-Andalus. Ce processus, connu sous le nom de Reconquista, s'étala sur des siècles. Il fut marqué par des avancées et des reculs, des alliances et des trahisons. Mais progressivement, les chrétiens gagnèrent du terrain.
En Italie, le pouvoir était éclaté. Le nord était sous l'influence de l'empereur germanique. Le centre était dominé par le pape. Le sud était disputé entre byzantins, lombards, puis normands et arabes. Les villes italiennes, Venise, Gênes, Pise, Florence, Milan, commencèrent à s'affirmer comme des puissances autonomes, s'enrichissant par le commerce. Ce renouveau, à partir du XIe siècle, marqua la fin des siècles obscurs. L'Europe sortait de la torpeur. La population croissait. L'économie se développait. Les villes renaissaient. Le commerce s'intensifiait. La culture refleurissait. Les universités allaient bientôt naître. Les cathédrales gothiques allaient s'élever vers le ciel. Mais cette renaissance ne doit pas faire oublier les siècles qui l'ont précédée. Les siècles obscurs ne furent pas une parenthèse. Ils façonnèrent l'Europe médiévale. Les structures sociales, politiques, économiques, culturelles qui se mirent en place pendant cette période perdurèrent pendant des siècles. La féodalité, née de l'insécurité des 9e et 10e siècles, domina l'Europe jusqu'à la fin du Moyen Âge et au-delà dans certaines régions. L'Église, qui avait sauvé ce qui pouvait l'être de la culture antique et qui avait structuré la société pendant les temps troubles, resta une force majeure. Le morcellement politique, qui caractérisa l'Europe pendant des siècles, trouva ses racines dans l'effondrement de l'Empire carolingien. Les langues européennes modernes, français, espagnol, italien, portugais, roumain, naquirent de la fragmentation du latin pendant les siècles obscurs. Les frontières des États européens, pour une part, reflètent les divisions de l'époque carolingienne et post-carolingienne. La culture européenne, avec son mélange d'héritage romain, de traditions germaniques et de christianisme, se forma pendant cette période. Les siècles obscurs furent donc un moment de rupture, mais aussi de gestation. Dans le chaos, dans la peur, dans la violence, dans l'ignorance, les hommes survécurent. Ils s'adaptèrent. Ils créèrent de nouvelles formes d'organisation sociale. Ils préservèrent, tant bien que mal, les bribes de savoir et de culture qu'ils pouvaient sauver. Et ils posèrent, sans le savoir, les fondations d'un monde nouveau. Ce monde nouveau, l'Europe médiévale, ne ressemblait ni à l'Empire romain, ni au royaume barbare du Ve siècle. C'était une création originale, née des décombres de l'Antiquité. Une création fragile, violente, inégalitaire, superstitieuse, mais vivante et dynamique. Alors que nous refermons ce long récit, une question demeure. Pourquoi appelle-t-on ces siècles obscurs ? Parce qu'ils furent sombres pour ceux qui les vécurent ? En partie, oui. La vie y était dure, courte, dangereuse. Mais aussi parce qu'ils sont obscurs pour nous, historiens et curieux du passé. Les sources sont rares, les témoignages fragmentaires. La mémoire elle-même s'est perdue. Les hommes de cette époque ne savaient pas qu'ils vivaient dans les siècles obscurs. Pour eux, c'était simplement la vie. Ils se levaient le matin, travaillaient, priaient, aimaient, souffraient, mouraient. Ils ne se posaient pas de questions sur le sens de l'histoire ou sur la place de leur époque dans le grand récit de l'humanité. C'est nous, avec le recul des siècles, qui avons donné ce nom à cette période. Un nom qui reflète autant notre ignorance que la réalité de cette époque. Un nom qui peut-être ne rend pas justice à la richesse et à la complexité de ces siècles méconnus. Car si ces siècles furent obscurs, ils ne furent pas vides. Ils furent emplis de vies humaines, de joies et de peines, d'espoirs et de peurs, de création et de destruction. Ils furent le creuset où se forgea l'Europe. Et à ce titre, ils méritent notre attention, notre respect et notre effort de compréhension. Si vous avez aimé ce voyage dans les siècles obscurs, n'hésitez pas à proposer d'autres sujets historiques en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne et likez cette vidéo. Bonne nuit
et que vos rêves soient peuplés des ombres et des lumières de ce passé lointain.